Avons-nous une vie digne d'être racontée? Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, je vous racontais que j'allais aux obsèques de la mère, de la mère d'une de mes clientes et amies à la librairie, de la librairie. J'ai assisté à l'un des plus beaux témoignages. J'ai entendu l'un des plus beaux témoignages de toute ma vie. Cet ami en question, qui est également professeur de littérature, tenait en ses mains plusieurs pages, mais pas une seule fois. Elle a regardé ses notes. Sa mère, née à Bratislava, à 40 kilomètres de Vienne, lorsqu'on lui demandait d'où venait-elle, elle était embarrassée. Elle n'osait pas répondre qu'elle venait de l'Empire austro-hongrois. Elle a quitté la Russie, la Hongrie communiste à l'âge de 32 ans en 1952. Elle s'est enfuie dans un cachot sous un, sous un amoncellement de paille dans un chariot et elle s'est jetée dans le Danube. Et après cela, elle s'est retrouvée en Allemagne. Et de l'Allemagne, elle s'est retrouvée au Canada, donc en 1952 à Montréal. Et pour elle, la grande noirceur n'a jamais existé. Vous le savez, les Québécois qualifient le fin de règne de l'Église catholique et le fin de règne également de, de Duplessis. Les Québécois l'ont qualifié cette époque de la grande noirceur. Et pour elle, c'était juste le contraire. C'est une époque de grande lumière, de grande tranquillité et de grande liberté également. Elle n'a jamais compris que nous puissions ainsi qualifier les années 50 et fin des années 40, les années 50, du temps de la grande noirceur. Je vous passe une multitude de détails, parce que la façon dont l'a raconté cette amie, c'était tellement émouvant. Elle passait du chaud au froid, elle nous livrait des détails parfois dramatiques sur la vie de cette femme extrêmement courageuse et intrépide, et elle nous livrait également des détails cocasses. Alors nous passions des rires presque aux larmes. J'ai réprimé à quelques reprises des larmes, tellement j'étais ému. Et j'étais épaté aussi j'ose pas dire le mot prestation, mais je savais, cette amie, tchécovienne, grande lectrice de Tchekhov, à la fois très réservée, mais derrière cette réserve, une sorte de feu incandescent. Une bien drôle de femme, que je nommerai pas, respectant ainsi sa pudeur naturelle, même si hier nous avons eu droit, non pas à un étalage, mais à une sorte à la fois de confession. Elle se blâmait de ne pas avoir été une bonne fille, ce qui est à mon sens absolument absurde, ayant entendu et vu ce qu'elle a fait pour sa très vieille mère. S'il y a bien quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher, c'est bien elle. Elle est allée au bout de l'empathie. Mais personne, mais absolument personne n'est parfait. Et elle ne devrait pas ainsi recenser tous les manquements qui ont été les siens, selon elle, à l'égard de sa mère. Aussi, hier, je vous disais, il faudrait que j'apporte un petit bémol sur ce que j'ai dit hier. Alors, je disais, ouais, je, on m'invitait souvent, 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 parce que l'isolement était monstrueux, la solitude. Je disais, quand on est rendu à inviter un petit commerçant au coin de la rue, eh bien, il y a quelque chose ici que je dois vous avouer. Je n'ai jamais voulu être libraire. Pour moi, libraire, c'était un pis-aller. Des fois, je racontais que si jamais les choses tournent mal pour moi, eh bien, je deviendrai libraire. Je n'ai jamais voulu être libraire. Je ne suis nullement attaché à la persona du libraire. Je ne me suis jamais perçu comme un libraire. Vous serez sans doute étonné d'entendre ceci, mais je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai répété à sciété.
que jamais je ne me suis considéré comme un libraire. Encore aujourd'hui. Mais là, ici, c'est faire fi du regard des autres. Pour une très grande majorité des gens qui fréquentent ma librairie, je suis leur libraire. Et beaucoup me disent mon libraire. Et je suis donc le mon de plusieurs. Et vraisemblablement, j'aurais du mal à assumer cette réalité. Alors, on m'invite également comme à titre de notable de ce quartier universitaire de Côte-des-Neiges, comme étant une sorte de pilier de ce quartier-là, en quelque sorte. Et c'est rassérénant et c'est peut-être un peu flatteur pour certains de me savoir et d'être présent aux obsèques de leurs proches. Je pense également ici à mon ami D, qui me dit que je ne me vois pas, que je ne réalise pas parfois l'impact de mes paroles et l'impact des propos que je peux tenir. C'est vrai également. Parce que ici, je vais finir cette confession impromptue, je n'avais pas prévu de vous dire. Au fond, moi, j'ai voulu être un poète. Je n'ai voulu qu'être un poète dans ma vie. Et libraire et poète, c'est deux mondes aux antipodes. Le premier vit dans l'absolu, le second vit dans le relatif. Le premier est dans le rêve, est dans l'espérance, et le deuxième est dans l'âpreté, dans le quotidien, dans les petits calculs également. Je voulais être poète à l'instar de mon père, mais mon père a eu une vie désastreuse, vous voyez? C'est ça le problème des poètes. C'est comment vivre en poésie. C'est la seule question que je me suis posée tout au long de ma vie. Comment vivre en poésie? Alors je suis devenu libraire. Non pas pour vivre en poésie, mais finalement, peut-être je me suis approché de ça. Alors voilà, c'est une autre des raisons pour laquelle on m'invite. Pas juste parce qu'il y a de la solitude. Oui, il y a énormément de solitude. Il y a énormément d'isolement. Mais on m'invite également parce que je fais partie de ce quartier. Je fais partie de la vie de ces gens-là, pour qui je suis leur, mon libraire. Alors, visiblement, j'ai occulté cette dimension-là parce que j'ai moi-même du trouble à me considérer comme libraire. Et franchement, de la façon dont j'exerce le métier, plusieurs seront à même de juger que c'est vrai, effectivement, que j'ai du mal avec le métier de libraire. Alors voilà, je remercie cet ami. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Plutôt que de lui offrir mes condoléances, je lui ai pris les mains. Nos doigts se sont entortillés les uns aux autres. Et je l'ai remercié du plus profond de mon cœur de ce merveilleux témoignage qui m'a donné encore de l'espérance. Voilà la question. Avons-nous une vie digne d'être racontée? Oui, cette dame qui à 32 ans a quitté son pays, ses proches, ses amis, qui s'est refaite une vie, qui a étudié, qui est retournée à l'Université de Montréal, sans que son mari le sache. Je ne peux pas donner trop de détails ici, parce que cette amie-là, je la sais, pudique, qui est retournée donc aux études, sans que son mari le sache. Et elle lui a l'a mis devant le fait accompli, en lui présentant son diplôme. Elle est devenue professeure. Et elle avait énormément la foi, une foi légère, une foi qui remerciait, une foi intrépide, une foi joyeuse. C'est ça, avoir la foi. C'est pas nécessairement de s'auto-flageller, d'être dans la rigueur, d'être dans le jansénisme. Elle avait une foi qui la portait vers les autres. Elle avait une foi de reconnaissance. Et je sais que cette amie a également ce type de foi. Nous en parlons souvent, elle et moi. Tout en étant tous les deux un peu torturés, tout en étant les deux dévastés par ce monde qui va de plus en plus vite. Car la mère était une femme qui prenait le temps de faire les choses. Elle se réveillait la nuit pour étudier, elle se réveillait la nuit pour écouter de la musique. Et elle a vécu très, 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 très vieille. Et les dernières photos, il y avait une sorte de diaporama
PowerPoint. On la voyait avec son chat. Son chat qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Des photos extrêmement bouleversantes de ce chat couché sur son lit, sur son dernier lit de vie. Alors, je conclus cette petite vidéo à vous racontant que ce matin, je suis allé promener le Zépiquinho qui me regarde d'un œil amoureux. Et nous avons fait la rencontre de Borghese. Borghese le chat, qui vient régulièrement nous visiter. Oui, Borghese. Décidément, nous vivons dans un quartier très littéraire. Pourquoi s'appelle-t-il Borghese? Parce que le jeune homme qui est propriétaire de ce chat a fait sa maîtrise sur Borghese. Mais Borghese a également un compagnon chien. Alors, quand il a vu Zépiquinho, il ne s'est pas sauvé. Et c'était plutôt amusant et touchant de voir Zépiquinho enfin s'approcher, parce que les trois autres chats chez nous, eh bien, lui font une sale gueule. Et c'était plutôt émouvant, finalement, de voir Zépiquinho s'approcher de Borghese, qui ne bougeait pas, assis sur le trottoir, sur le ciment. Et finalement, Zépiquinho a pu, tout à son aise, lui lécher le bout des oreilles. Et notre Borghese plissait des yeux de bonheur. Une matinée étonnante. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous. La chaîne d'un libraire qui n'ose pas l'être. Vous pouvez aller joindre ma page Facebook. Là-dessus, je suis plutôt assez actif. Vous pouvez me téléphoner également dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, bonne journée à tous. Peut-être, si j'obtiens la permission de E, peut-être je vous lirai, si elle consent à me le permettre et à m'offrir le texte qu'elle a écrit. C'est un texte écrit sur sa mère. Un texte vraiment bouleversant. J'étais vraiment, vraiment, vraiment touché. Je suis sorti de là regaillardi. Les forces vitales à nouveau mouvantes dans mon sang. Merci, bonne journée.